Partie 3. L'histoire d'un verre au blanc. Le verre est-il encore là, posé sur la minable petite table du bar, qu'est devenue la petite armoirie nimbée de blanc des bières d'Alsace? Seul le sait la nuit, cette nuit qui s'est abattue, impitoyable, sur tout ce qui est onde sonore, onde lumineuse, onde magnétique. Hypatia seul s'en préoccupe, lui qui, tout à l'heure, a tenu à superviser les opérations de fermeture de son bar. Minuit. C'est quelque chose, un minuit. C'est l'heure des traquenards que Hypatia a choisi pour arracher à sa servante ce rendez-vous tant attendu. Si elle repousse une fois de plus ses avances, minuit gardera le secret, mais minuit sera aussi témoin. En guise d'entrée en matière, il va d'abord la tancer parce qu'elle aura permis que de beaux verres aux armoiries flamboyantes, que de belles bouteilles qui rapportent des ristournes royales se cassassent sur le ciment du bar. Il va la houspiller ensuite car elle s'octroie la licence de se laisser caresser le bassin par de godelureaux consommateurs et même par ce godelureau champion qui a le nom Hypatia Junior, son propre fils, sanction insatiable de son porte-monnaie. Et, ce qu'il n'admet pas, parce qu'elle s'offre à ces sauvages bassangans, ces cochons boutous, ces sanguinaires et pouilleux batoussa qui lui montent dessus. Oui, montent dessus. Ce que lui, Hypatia, appelant dans sa jeunesse et aujourd'hui maître après Dieu de cette pain-bêche parce qu'il la paye avec son argent sur réserve, elle l'offre à ses hypocondriaques invertébrés, veulent. Eh bien, si elle ne dit pas oui ce minuit, il va la transpercer avec sa pertusane dialectique. Il va l'assommer avec son avalanche de verbes et proverbes massus. Il va lui dire, par exemple, « Lorsque, toi dans ton cercueil et que le cercueil dans la tombe, nous, hommes qui me ressemblent, te jetons des pelles de terre, quelle fonction crois-tu que ton bas-ventre assure à ce moment-là? Ou bien, que préfères-tu, mourir dans des échauffourées et boire du sang pollué ou te régénérer dans le bain d'un sang pur comme le mien? Ou encore, non. S'il ne lui a pas été donné de mourir de mots, lui, Hypatia, va le lui enseigner ce minuit. Et toi, mademoiselle Rosa, tu peux t'arrêter un instant et daigner m'écouter? Bon, viens, doucement, par ici, s'il te plaît, bien. Voilà. Allume l'applique au plafond, c'est ça. Maintenant, regarde là. C'est un verre, mademoiselle, un verre vide, propre. Bon. Maintenant, regarde le sol. Oui, comme ça. Que vois-tu, hein? Du vin qui souille le ciment. Du vin et de la bonne bière qui coûte de l'argent. À côté. Tourne tes fesses par ici et regarde par là. Bon. C'est quoi? Mademoiselle, c'est quoi? Des tessons de verre. À présent, explique-moi. T'expliquer quoi? Le vin a coulé par terre. Un verre s'est brisé en tombant. Un autre verre a failli être oublié. Que voulez-vous de plus? Laissez mes fesses. Quoi? Hein? Que dis-tu? Je ne voudrais justement pas qu'un autre touche à tes fesses. Bon, ne fais pas trop de bruit. Bon. Mais que chantes-tu là? Sais-tu ce que signifie tarauder? Oui, tarauder. Je vais te tarauder, moi. Parce qu'à cause de tes galvaudages et de tes radotages, les médecins ont perdu leur patois et leurs remèdes. Parce qu'à cause de la honte que tu veux planter dans cette maison, j'ai perdu ma patience. Tu veux me ruiner. Alors, je comprends. Depuis longtemps, ce désir te ronge. Il n'y a pas que ce désir-là. Il y en a bien d'autres d'ailleurs, que tu ferais bien d'avouer. Alors, tu ne pourras plus dire que c'est... Zut, t'es pas lourde. Laisse-moi. Je m'en vais, pour de bon. Bas les pattes, je te dis. Je m'en vais. Demain matin, je viens ici chercher mon argent. Laisse-moi, vraiment de Dieu. Je viens chercher mon argent demain. J'en ai assez. L'Apocalypse. La première conséquence de cette scène nocturne fut que le lendemain matin, le dialogue suivant se déroula entre deux représentants de générations différentes, le père et le fils Hypatia. Papa, la vie ne peut être une vie bien remplie que si, au départ, on l'a placée dans une perspective qu'on a tracée soi-même. L'on assume ainsi sa transcendance personnelle. Dans le commerce que tu fais, ta transcendance s'imbrique dans celle d'autres commerçants et dans celles qui vivent de commerce pour former la transcendance collective des hommes d'affaires qui réglementent le code commercial. Si tu parles en termes d'affaires et agis en homme d'affaires, c'est-à-dire si ton vocabulaire est essentiellement composé de mots tels que liquidité, marché, taxes, barrières douanières, bénéfices, abattement, réduction, pourcentage, accord, commande, excédent, propension, expansion, hypothèque,
crédit, banque, épargne et j'en passe. Si en plus tu tiens compte des facteurs économiques tels que évolution de la production, degré de spécialisation, exode rural, marché de l'immobilier, évolution du marché de l'emploi, fluctuation monétaire, augmentation des revenus nationaux et par tête, développement de la politique de l'État et de ses organismes, aides étrangères, balance des paiements, alors tu contribues efficacement à remplir ta vie et celle des autres. Revenons à ce qui me préoccupe. Il y a 1 an, tu renvoyais Olondo parce que, m'avais-tu dit, elle ne souriait pas aux clients. Admettons. Il y a 6 mois à peine, tu chassais Bwambou. D'après toi, elle était possédée par le démon de la danse et ne s'occupait pas des clients. Il y a 2 mois, tu remerciais la petite Makaya, trop inculte à ton gré. Hier, tu t'es arrangé pour que ta dernière servante te quitte. Je dis bien ta dernière, car maintenant, il te sera difficile, à moins d'un coup de sort incroyable, d'en recruter d'autres. Ta réputation d'exploiteur est établie. Un employeur qui ne tient pas compte du fond d'humanité qui sommeille en chaque terrien bipède et mammifère se condamne à ne plus avoir d'employés. Tes méthodes capitalistes ne sont pas même compensées par des salaires satisfaisants. Maintenant que cette serveuse a porté plainte contre toi à l'inspection du travail, comment faire pour te défendre? Après ce qu'elle déclare que tu lui as fait hier soir, tu es indéfendable. Moi, je ne trouverai pas, cette fois, d'arguments convaincants. Par conséquent, je n'irai pas à l'inspection du travail. À part lui, I.P.A. Père pensait. La jeunesse. Il m'avance des raisons qu'il croit inattaquables. Il veut parler en termes d'affaires alors qu'il ne sait pas ce que affaire veut dire. Comme j'ai fait du plat à sa maîtresse, il me laisse tomber. Il ne connaît pas l'intérêt supérieur. La jeunesse. Il ne sait pas, mon fils, que mes affaires sont traitées en termes bachiques. Lui et ceux de sa génération ne connaissent que l'érotisme pornographique de l'apprenti, le verbe romancer, les livres illustrés et l'image des blancs du cinéma. Mais connaissent-ils le vrai blanc qui joue au cinéma? Ne sait-il pas que ce blanc a institutionnalisé l'injustice? Mon enfant, tu manies, assez maladroitement, les idées et les paroles du blanc, comme quelqu'un qui n'a pas de passé, dit I.P.A. Père, tout haut, et visiblement en colère. Tu ne traduis pas dans tes discours la sagesse noire et la malice blanche. Tu veux me parler de mes affaires, toi qui ne traites pas d'affaires. Je vais te dire, moi, que je ne pouvais pas continuer à payer une femme qui me cassait chaque jour pour 500 francs de verre et de bouteilles. Calcule, à la fin du mois, ta note s'élève à combien? Je ne pouvais pas garder une femme qui passait le plus clair de son temps à fixer des rendez-vous à des voyous et qui exigeait de toi avilissement et appauvrissement. Toi, fils d'un homme respecté par tous. Toi, fils de son patron. Voilà comment je traite mes affaires. Si tu connais des procédés, sorciers, ceux-là, je suis prêt à t'entendre me les conter. Pour l'heure, tu vas d'abord à l'inspection du travail. Ensuite, mais père, tu oublies que c'est elle qui est partie. Je ne dis pas tout ça pour que tu me répliques ceci ou cela. Ce sont tes arguments face à l'inspecteur du travail. Les grands, ce qu'on appelle les supérieurs, usent seuls de l'ironie, une parade qu'ils utilisent quand ils ne peuvent plus rien retirer des puits taris de leur bon sens. Un jeune penseur est allé jusqu'à écrire que les grands utilisent l'ironie de même que la pieuvre utilise des colorants pour cacher son aspect hideux. Mais l'enfant, mais le petit, quand ils utilisent leur ironie devant les grands et les supérieurs pour prouver qu'ils ont un cerveau, ils voient immédiatement agrafés à leur nom des épithètes creuses. Ils sont irrespectueux, insolents, tête de turc ou de mule, tête de crabe. Et c'est tout juste si on ne les traite pas de parricides potentiels ou d'apatrides virtuels. Je ne ferai pas de l'ironie avec toi. Je vais simplement te faire remarquer une chose. Maman en a marre. Elle est d'accord pour l'essentiel avec moi. Elle a dit textuellement ceci. Si ton père tempérait un peu ses rêves d'Apollon, ses affaires s'en porteraient mieux. En tout cas, au prochain problème de personnel, il faudra que tu prennes la gestion du bar. Tu utiliseras des méthodes plus scientifiques, etc. Scientifique? Scientifique. Écoutez-moi ça. Scientifique. Où vois-tu la science dans le commerce? Ta mère connaît-elle la science pour en parler? Quand on vous apporte des illusions, vous baptisez cela science. Que faisait alors mon grand-père qui tirait un requin de la mer à l'aide des esprits de ses ancêtres? Cette science, nous l'avons en nous et non en dehors de nous. En tout cas, papa, il y a un monsieur qui fait du bruit. Il tape, boum, boum. Le petit Diakaou, le dernier-né de la famille, interrompit son père
Il soufflait encore pour avoir couru. Le père se leva, traversa la piste du bar, entr'ouvrit la porte et aperçut dans la cour de sa propriété un homme manifestement en colère. Il reconnut le boutou qui, la veille, lui avait fait une de ces rentrées d'argent qu'il appelait souvent la manne des campagnes. Il sortit dans la cour et interpella le bonhomme. « Amué, ami, comment ça va? Tu veux quelque chose ?»« Qu'est-ce que c'est, façon ?» s'emporta le bonhomme. « Quel bar qu'il a fermé alors qu'il nous fait encore dans les gorges. Qu'est-ce que c'est, façon ?» Ipéa se sculpta un visage conciliant. Il décida de dire la vérité à cet inconnu qui semblait avoir une prédilection pour son établissement. « Mon ami, lui dit-il, ma servante, votre femme d'hier là, m'a laissé tomber. Parti. Je cherche une servante jeune, belle, que je peux payer. Pas beaucoup, parce que je n'ai plus beaucoup d'argent. Les affaires vont mal. On buvait les femmes maintenant? On dansait les femmes maintenant? Ouvrez-moi les bars. Autrement, les chefs supérieurs m'abattent, il va chercher son ami Pierre. Autrement, je vais aller chercher tout de suite. Ne vous fâchez pas, Amué. Je ne peux pas vous refuser ça. Je vais ouvrir pour vous seulement. Bien, quand les chefs supérieurs est quelque part, on obéit. Parce que Malamba Batam est Nyobina. Bien, alors, moi j'ai donné trois filles belles pour me servir dans mon bar, d'accord? D'accord. Mais quel salaire je lui donnerai? Rien de salaire, rien. Allez, fais musica. Combien je vais la payer? Allons, musica, j'ai dansé moi et tu me payes rien que whisky, une bouteille, tout de suite. Ipéa Père n'en croyait pas ses oreilles. Cet homme était la providence faite chère. Il accentua donc son sourire, invita l'homme à entrer, ferma la porte et pria son fils de les laisser régler cette importante affaire. Il mit le tourne-disque en marche. « Tu bois quelque chose maintenant ?» s'enquit-il. « Je ne bois pas quelque chose, je bois les choses fautes qui transforment les hommes. Faut connaître un homme ?» Ipéa rit dans la gorge. Il comprenait très bien. Vogo aime précisément ce genre de rire de gorge, plutôt un roucoulement ininterrompu qui, né d'une satisfaction malicieuse, devient roulement de tambour modulé. Il aime cette satisfaction sexuelle manifeste, preuve d'une sensualité véritable, débordante, intarissable, incomprimable, qui abreuve à satiété. Il apprécie ce spectacle que lui offre depuis hier la jeune mariée au chef supérieur. Vogo aime ce rire de gorge, un spectacle qui s'épanouit comme une corolle d'or sous le soleil des Mbutu. Elle et lui se comprennent très bien depuis que tout est clair entre eux. Ils s'unissent très bien et se retrouvent au diapason de leurs jeunes ans. Mais la voix populaire, qu'en fera-t-il? Il suffira sans doute qu'ils travaillent en douce, comme au collège. L'oreiller et la voix populaire n'entendront que du vent insondable et n'émettront que des « Vogo, un bon garçon ». La sentence populaire ne pourra être qu'un non-lieu pour délit non constitué. Ce n'est pas à tort qu'au collège, on l'avait surnommé Richelieu. De son côté, la jeune mariée ne pense pas à l'avenir. Elle pense au présent, pour le moment, rempli de l'immense silhouette de Vogo, de l'inénarrable Vogo. En lui proposant de venir aujourd'hui laver le linge dans ce ruisseau, Vogo a fait montre, une fois encore, de ses qualités de donjon, car ce cours d'eau cachant des méandres dans la dense forêt cache aussi un paradis de poésie. Ce lieu boisé, secret, parfumé, que baigne ce long ruisseau chantant, est réellement un lieu idyllique de paix, de bonheur, où viennent sourire à la fraîcheur les baisers enflammés de Vogo. Tel un lieu, ces baisers s'épanouiront sur son corps comme d'immenses corolles odoriférantes. À Vogo, dis-moi où vas-tu cette nuit? Pourquoi? Nulle part. Ben parce que moi aussi, je vais nulle part. La petite mariée devina subitement son rire perlé. Le nulle part commença par un assicot organisé dans la cour du village. L'idée venait sans contredit d'un vieux et concrétisait le besoin de tout le monde au village de profiter au maximum de l'absence du chef. Pour la première fois depuis on ne sait plus quand, l'on vit Vogo participer à la danse populaire avec les hommes, alors que généralement, il s'abstenait de se mêler à la masse. Tant que les jeunes dans ce groupe gesticulant et gai eurent la direction effective de la distribution des rôles, tout se passa très bien.
Mais lorsqu'il apparut que les adultes n'appréciaient guère les fantaisies et la distribution discriminatoire de leurs jeunes partenaires, quelqu'un arrêta le mouvement et les vieux se mirent à invectiver leurs fils. « Contre quoi vous montez-vous, au fait » jeta Vogo avec arrogance. « Contre quoi vous élevez-vous, je vous le demande. Votre asicot traîne comme traînent vos pieds d'éléphantiasique. Il est démodé. Laissez-nous danser un asicot vif comme nos ans, l'asicot d'aujourd'hui. » Un homme d'âge mûr fit remarquer sèchement que l'idée de danser de l'assicot ce soir ne sortait pas de la tête d'un jeune aux pieds alertes et vifs, mais plutôt d'un personnage respectable et respecté, à qui l'on devait, sinon par soumission à la coutume, du moins par politesse de blanc, laisser danser un assicot. Supposons même que l'idée ne vienne pas d'un vieux, argumenta l'homme. Dites un peu, depuis quand a-t-on vu un jeune danser de l'assicot? C'était clair, les jeunes devaient s'en aller. On leur jeta l'anathème. Dans ce cas, décida Vogo, nous allons nous amuser ailleurs, et comme nous l'entendrons. Quels sont ceux et celles qui viennent avec moi? On va danser le rock'n'roll. Tous les jeunes se détachèrent bruyamment du groupe. Ils prirent en riant et en se gaussant la direction de la case de Vogo, où les attendait du moins poussiéreux, du moins miné, du moins réfrigérant qu'un assicot de vieux. Tous les jeunes, même la nouvelle mariée, à qui son statut interdisait pourtant la compagnie des adolescents, suivirent le révolté. Ils savaient qu'après eux, la cour du village redeviendrait morne et sans vie, déserte. Le nulle part se poursuivit tard, dans la chambre de Vogo, sur ce lit de Vogo que la jeune femme voyait pour la énième fois, mais qu'elle croyait voir à chaque occasion pour la première fois, tant le plaisir se renouvelait constamment dans son âme amoureuse. De nulle part faillit se terminer comme le plus beau des contes, lorsqu'avec des ruses de pygmée, la jeune femme essaya de réintégrer la case où elle dormait habituellement. Mais le maître des sillons était revenu et n'avait pas trouvé sa jeune madame l'attendant dans sa chambre préférée. Or, si elle se trouvait absente, cela voulait dire qu'elle l'avait découché. Et si elle avait découché, ça ne pouvait être qu'au profit d'un homme. Et si c'est un homme qui en avait profité, il ne pouvait s'agir que d'un détournement de femme d'autrui, d'un adultère. De nulle part déboucha donc sur un scandale. Maloma Mbata hurla quand la jeune femme rentra au domicile conjugal. Et qui a vidé le fond de la marmite en l'absence du maître que? Quel est le coin de la terre assez pourri pour servir de cadre à des actions aussi pestilentielles? Et quels sont les enfants d'hyène qui sont venus nettoyer leur derrière sur ta puante obscénité? Et que je te tabasse, et que je te roule par terre, et que je te coude pied au derrière, et que je te déchire tes hardes, et que je te cravache, que je te crache dessus. Ton démeige, il est pourtant gratté de père. Me faire ça, à moi, Malomba, Bata, me faire ça à moi. À quel pouilleux t'es-tu dépravé, hein, chienne de ville? À quel pouilleux? Elle ne dit pas avec qui, ce qui constituait un trait d'héroïsme. Elle ne dit pas non plus où, mais le matin suivant, Maloma Bata fourra toutes les affaires de la jeune mariée dans une cantine de tôle, posa la cantine sur la tête de son esclave et reprit la route de la ville. Elle était pourtant diplômée, cette femme. Ipéaper se disputait dans la cuisine avec la sienne de femme lorsque Diakao, toujours en vigie sous la véranda du bar fermé, vint prévenir. Pas, le monsieur d'hier a dans le dehors avec mademoiselle. De force, l'enfant s'empara de la main de son père et la tira, entraînant tout son corps. Le client de la veille était là, flanqué d'une jeune et belle fille, mais au visage barbouillé d'échymoses et strié d'égratignures. Ipéa attendait son client, certes, mais il ne l'attendait pas aussitôt. « Entrez, mes amis » clama-t-il d'un air faussement enjoué. Le chef Mboutou entra en poussant devant lui son esclave. Pour cette dernière, l'heure de la défaite avait sonné. Défaite d'un esprit de choses face à un autre esprit de choses. Dans le cerveau de Ipéa père, le fils devait vivre cette défaite pour que, plus tard, il ne fût plus question d'un partage de pouvoir dans la famille. Hélas, pour le père, le service d'information de la maison, dirigé adroitement par Diakao, avait fonctionné efficacement. Ipéa fils, autrement appelé Ipéa junior, arriva en retard. La maisonnée alignée se trouva là, au grand complet, comme pour accueillir les nouveaux venus. L'apparition de Ipéa junior passa plutôt pour l'arrivée du chef attendu. Mécontent, bourru, Ipéa père ordonna avec brusquerie à sa femme. « Donne-moi de la bière.
Tu apporteras en plus la bouteille de whisky qui se trouve dans un compartiment de la grande armoire. Je te demande aussi de leur préparer un peu de nourriture. » La femme sortit sans mot dire. De temps en temps, qu'elle ne se sentait pas observée de la cuisine, elle lorgnait la nouvelle venue et se demandait: « Cette fille est-elle une rivale possible ?» « Oui, se répondait-elle. Elle est impressionnable, amante possible pour mon fils, lui aussi. Elle est belle fille et mon fils aime les belles filles. Il suffira que je le travaille un peu. » Le père était déjà en conversation animée avec l'homme de la campagne, aujourd'hui complètement lucide. D'un coup d'œil, le fils aîné jaugea la jeune femme. Malgré sa face boursouflée, elle lui plut. Les mains dans les poches, l'allure nonchalante, l'air indifférent, il s'approcha du groupe, s'arrêta à 1 mètre, tendit une main molle aux 2 étrangers. Il s'assit dans un vieux fauteuil, croisa les pieds bien hauts. Le petit Diakaou, qui vint alors lui triturer les ourlets du pantalon, s'enquit confidentiellement. « Tu sais, la femme que le type de papa a menée, son papy, il l'a battue. Tu as vu son visage ?» Et il dit: « Tu as vu son visage ?» Ipéa Junior rit doucement. « Oui, » répondit-il à mi-voix. « J'ai vu son visage, mais sois gentil, hein. » Comme les collégiens, Diakaou avait le culte du collégien. Il voulut poursuivre la conversation, mais s'aperçut avec dépit que l'aîné ne s'intéressait plus à lui. Alors il le quitta et vint exécuter un mouvement tournant alentour de la jeune femme. « Reviens ici, » demanda Ipéa Junior. Diakaou revint s'installer auprès de son frère qui lui tira gentiment l'oreille en guise de sanction. Ipéa Junior regardait depuis un certain temps la jeune femme parce que celle-ci le regardait. Il leur sembla qu'ils appartenaient au même monde romantique où les personnages sont d'une merveilleuse irréalité. Elle vit devant elle un beau spécimen de mâle de la ville. Il vit devant lui une mamiwata émergeant d'un lac de plaisir. Diakaou revenait à la charge auprès de son frère pour demander: « Dis, qu'est-ce qu'elle a fait à son pays? Elle vole? Elle ment? » « Rien de tout cela, c'est une grande personne. Elle ne ment pas parce qu'elle n'a pas peur. Ce sont les peureux qui mentent. Elle est malade, c'est tout. Moi, je ne sais pas pourquoi elle est malade. Si je demande à lui, elle va me battre, dit, elle va me battre? Non, elle n'est pas sauvage. » Le fils aîné faisait semblant de prêter l'oreille aux propos de son petit frère. Il surprit cependant les regards que la jeune femme lui lançait furtivement. La maîtresse de maison apporta la nourriture. Du coup, l'intérêt du fils aîné, le conciliabule, s'émoussa. Il se leva, élastique. « Père, proposa-t-il, je me rends tout à l'heure au centre commercial. Je crois que cette jeune femme a besoin de soins urgents. Je m'offre pour la conduire au dispensaire. » Il l'avait dit. Jeune femme au lieu de jeune dame, en espérant que l'intéressé saisirait la nuance. « Je le ferai moi-même, décida le père. « Non, dit Malomba Tamba. Toi et moi, on va sortir pour affaires. » Ipéa Junior sourit. Il réintégra sa chambre, suivi de près par son ombre, Diakaou. Il laissa, exprès, la porte entr'ouverte, déclencha son électrophone sur lequel reposait un disque de jazz. Diakaou, qui le rejoignit quelques instants plus tard, lui demanda: « Dis, elle va rester avec nous, la femme qu'on a battre? Sois gentil, gronda l'aîné. Ne parle plus d'elle. Néanmoins, je t'autorise une dernière fois à le lui demander. Tu viendras me le dire, n'est-ce pas? Tu viendras me le rapporter? » Néanmoins, rapporter. Oh oui, mais il mange. Dans ce cas, tu attends qu'ils aient fini, mais tu viendras tout me dire? Tu me donnes quoi? On ira pêcher les crevettes. Alors, je te dirai tout. Dans la maison du tenancier, sa femme qui s'occupe de la cuisine, du champ, des enfants, des hommes du clan, d'elle-même, de son mari, la femme servitude, s'approcha de la porte de la chambre de son fils. Son mari venait de partir en compagnie de son nouvel associé. C'est dur ce qu'elle va faire, pensa-t-elle, mais il faut qu'elle le fasse. Elle dit simplement à son fils aîné: « La fille est là pour nous, elle va habiter la maison. Tu dois t'en occuper de telle manière que ton père ne la renvoie plus. Elle servira au bar, tout en faisant partie de la famille. En attendant qu'elle se mette au travail, commence par lui expliquer. Emmène-la à l'hôpital, c'est la Providence qui nous l'envoie. Elle est très belle pour une boutou, très belle. Tu sors, maman? Que veux-tu que je fasse? Si je ne travaille pas au champ, tu sais bien ce qui adviendra. Ça ne durera plus longtemps, affirma le fils. Alors, à bientôt, maman. Je vais suivre tes conseils. Le fils aîné attendit que sa mère, après avoir envoyé aux commissions les autres enfants, quitte la maison, le laissant libre de s'occuper effectivement de la jeune femme, dans la discrétion. Il sortit de sa chambre à coucher. La nouvelle venue, debout,
au coin de la table dans la salle à manger, faisait semblant de méditer. IPA Junior trouva sa tenue fort déplaisante et c'est d'une voix intentionnellement méprisante qu'il lui demanda « Comprenez-vous le français ?» « Oui, murmura la jeune femme, j'ai obtenu mon démage. »« Quoi ?» s'écria IPA Junior. « Et vous avez épousé cet orang-outan ?»« Sacrebleu. Et on vous amène ici pour faire de vous une serveuse de bar. Venez, venez. » Il l'entraîna précipitamment dans la chambre qu'on lui avait affectée et qui faisait face à la sienne. Il ferma la porte. « Si vous avez d'autres robes, recommanda-t-il, sortez-les. Quelle idée d'aller vous accoquiner avec un gibbon. »« Mon père, expliqua brièvement la femme. Alors, après un moment d'hésitation, elle s'exécuta et ouvrit sa malle. « Non, exposez vos robes sur le lit. Je vais vous choisir une tenue pour la ville. Ce que vous portez ne me plaît pas, Seigneur. Une diplômée que l'on avilit de cette façon, impensable. Et de la personnalité, bon sang. D'ailleurs, je vais m'occuper de vous. Ce n'est pas possible. Une diplômée, impensable. Votre père n'a pas assez d'argent pour vous envoyer en Europe ?» Il la contempla, l'obligeant à baisser les yeux. Puis d'une voix douce, répéta « Je vais m'occuper de vous. » Et il en sera toujours ainsi, désormais. Si vous voulez quelque chose, adressez-vous à ma mère. Mais auparavant, demandez-vous d'abord si cela va me plaire ou non. Si vous pensez que cela ne peut pas me plaire, ne le faites pas. Ou, comme je viens de vous le dire, prenez conseil auprès de ma mère. Mon père, lui, c'est le genre baudruche. Il aime à paraître très gonflé auprès des dames. Ne lui en tenez pas rigueur. Il se nourrit simplement de ma substance. Dès le début de vos rapports, ne lui laissez aucune chance. Sinon, il ne vous respectera pas. Enfin, une dernière recommandation. N'oubliez pas que vous êtes en ville. Ne l'oubliez plus. Maintenant, déshabillez-vous. Oui, elle est en ville. Il lui faudra se refaire une mentalité. Elle avait perdu l'espoir de jamais redevenir une citadine. La réalité lui paraît irréelle. Et ce jeune homme beau, sûr de lui, qui semble sortir de son désir caché, qui fait mentir la fiction, avec lui, elle va vivre un rêve éveillé, sans aucun doute éphémère, parce qu'il est trop beau, ce rêve. Attention alors au réveil, certainement douloureux. Mais la réalité nouvelle s'imposait à elle, estompant la forte stature de Vogo, celle d'un minable petit paysan commerçant détaillant. Dès qu'elle s'était vue en face de ce jeune homme au sourire enjôleur, bien qu'ironique, à l'allure nonchalante, elle avait compris sans délai qu'elle se trouvait devant son maître, celui sans lequel elle pourrait être sans vie, celui sans la présence duquel sa vie à elle n'aurait pas de signification. Elle sut que désormais, il ne lui resterait plus que le droit d'être cobaye entre les mains d'un prestidigitateur. « Sors de la chambre, je veux m'habiller. » Elle avait quand même eu le courage de lui dire. Elle s'aperçut trop tard qu'elle l'avait tutoyé. « Il n'obéira pas, » pensa-t-elle. Et il n'obéit effectivement pas. Au contraire, il s'approcha d'elle et doucement entreprit de lui enlever ses habits. La force de s'opposer, elle ne la trouva pas et se laissa faire, le cœur en étau, la tête vide, la bouche légèrement ouverte, comme si elle avait besoin d'oxygène. Elle se sentit honteuse, mais de la honte que procure l'obtention d'un objet convoité. « L'homme qui vous a laissé ici est-il votre mari ?» Elle branla la tête, affirmative. « Et c'est lui qui vous a fait ça ?» Elle se contenta de branler de nouveau la tête. Soudain, elle réalisa qu'être battue par un vieux schnock sauvage, quand on est une diplômée, vous couvrait de honte et d'humiliation. Par une étrange association d'idées, elle réalisa aussi qu'être dévêtue par un inconnu provoquait le même sentiment contraignant et émasculant à la fois. En plus, l'inconnu en question la traitait en petite fille de campagne, en objet curieux. Elle voulait se rebeller, agir en diplômée, en femme moderne. Le seul résultat de sa décision fut qu'elle se mit à sangloter. Son corps, maintenant nu, portait des traces de coups. En la regardant de près, on se serait dit qu'elle sortait d'un hachoir géant. Toujours doucement, avec des gestes câlins, IPA Junior l'effleura, l'attira, l'entoura de ses bras, la pressa et enfin lui chuchota. Nous nous ressemblons, toi et moi. Nous sommes des animaux intellectuels. Nous sommes des êtres jeunes et libres, et nous n'avons rien de commun avec nos parents. Si oui, une partie de nos chromosomes. Mais tu as froid, tu trembles. Viens, que je te soutienne, que je te réchauffe. Le regard mouillé, le corps tremblant, le cœur palpitant, elle admit qu'on l'entraînait jusqu'au lit, et qu'un corps de mâle, dur et chaud, enveloppa le sien. Diplômée ou pas, elle venait de la campagne où elle avait été traitée comme une bête de troupeau.
Elle venait de la campagne qu'elle n'aimait pas parce que l'ordre qui y règne ne ressemble en rien aux structures de vie lumineuses qu'elle avait entrevues au cours de ses années de collège. Elle venait de la campagne, désespérée, et elle tomba dans le piège de la consolation masculine. Elle ne savait pas, la petite madame adultère, que IPA Junior aimait battre froidement le fer quand ce dernier est encore chaud. IPA Junior le battit aussi souvent que possible, soit dans la chambre de la femme, soit dans la sienne. Aucun scrupule n'aliénait son plaisir d'éteindre la femme d'autrui, et celle-ci ne rêvait même plus à sa condition d'épouse du chef coutumier. Elle se donna de temps en temps à ce dernier comme un malade se prêtant régulièrement à l'œil inquisiteur d'un médecin. Il était cependant normal que, portant dans ces conditions le nom de Madame Maloma Bata, elle préférât désormais son prénom car elle s'y mouvait en liberté. Maloma Bata lui liait les pieds et les mains et enserrait sa gorge et noircissait de coutume son cerveau d'émancipé.